en même temps que je découvrais Clé et certains textes, certains livres de Breton, je découvrais une autre personne, un autre homme, dont j'avais, sans l'avoir jamais senti, ressenti, extrêmement besoin. C'est cet homme, je dirais qui, tout à l'heure. Cette chose dont j'avais très besoin, ce n'est pas la dissolution dans laquelle j'ai été élevé en étant enfant. On ne pouvait rien m'apporter d'autre que une forme d'amour. Ça, je l'ai eu. Ce qui peut-être est tout. Mais le besoin profond, très jeune, que je manifestais parce qu'on me l'a dit plus tard, tu demandais, tu voulais, tu étais comme ci ou comme ça. Et puis très vite, les enfants dans les classes populaires ou mûrissent beaucoup plus rapidement que les autres, ou bien sont complètement nettoyés, javelisés, lessivés, et c'est fini. Peut-être que je fais partie de ceux qui n'ont pas été javelisés. J'avais grand besoin d'un ordre. Mon père avait besoin d'un ordre. Ma mère devait nécessairement en avoir, parce que c'était tellement petit, cette cave. Les meubles eux-mêmes étaient tout petits, et tout était plein. Elle mettait quand même des étiquettes sur toutes les boîtes pour savoir ce qui se trouvait dedans, ou ce qui se trouvait mélangé dedans. Donc, j'étais un peu à l'apprentissage avec ça. Il est vrai que si je ne rangeais pas très bien mes propres affaires, mais ça allait beaucoup plus loin que ça. Très tôt, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas. Très tôt, j'allais traîner dans les églises. J'y allais pour faire des farces. J'y allais pour faire des bêtises, comme on disait. Mais en même temps, j'y allais parce que il n'était pas encore possible que je dise que les idées ou les images que j'avais de temps en temps, ou les rêves, je rêvais à la fois énormément et effroyablement quand j'étais jeune. Je continue à rêver, mais je suis un homme. Ça me marque, mais ça ne me forme pas. Or, je peux dire que j'ai été formé par des rêves, par certains rêves. Certains rêves que je trouvais être des rêves d'épouvante, dont je me rappelais par bribes, pas entièrement. J'aurais aimé me souvenir de la totalité de ce rêve, non pas de l'éclaircir, mais le fait de le voir me permettant de me faire peur réellement en étant éveillé, et par là, peut-être, de nettoyer un peu ce qu'il avait mordu en moi. Oui, une sorte de... Chaque rêve était une morsure qui mettait un peu de son venin dans la réalité de ma journée. C'est simple, ça. Les événements qui se produisaient étaient toujours dans la famille, parce qu'ils ne ramenaient que ça à la maison, ils auraient pu ramener autre chose. Mais je crois qu'ils ne pouvaient être sensibles à la vie que par des émotions ultimes et des accidents totalement destructeurs pour ceux à qui l'accident était arrivé. Mon père arrivait avec... Mais il mentait aussi. Il n'y avait pas que ça, il n'y en avait pas autant que ça. Mais sans doute qu'un jour, un ouvrier est tombé dans une machine, et a été broyé par les courroies, sans doute. On a déjà vu ça. Chez les menuisiers, ça arrivait aussi.
une jambe coupée parce que le menuisier glissait dans la trappe à courroie et que la scie à ruban passant aussi près des courroies avait coupé la jambe. Ou une main. Ou les boueux qui ramassaient les ordures dans notre quartier avaient des bennes qui coulissaient, libérant la partie à remplir et recouvrant la partie déjà pleine. Mais entre ces deux portes arrondies, demi-cylindres, qui coulissaient, se trouvait le boueux, qui recevait et, avec ses bottes et avec ses pieds, poussait les ordures dans un coin de la benne. Et il y avait, je suppose, un crochet à chaque partie coulissante pour la retenir ouverte, bâillante, comme on disait. Mais quelquefois, le crochet sautait ou le crochet était retiré pour l'ouvrir un peu plus grand et n'était pas bien mis ou n'était pas mis du tout. Et l'ouvrier ne s'en était pas aperçu. Et celui qui conduisait la benne, s'il donnait un coup de frein rapide, ce qui arrivait, ou bien ça faisait sauter le crochet, ou bien ça précipitait directement, puisque le crochet était sauté, le couvercle, le coulissant et l'homme qui était dans le milieu se faisait pincer à la hauteur des cuisses. Mais il y a eu des jambes broyées, 2 jambes broyées à chaque fois, et l'homme plissait. Il tombait comme un pantin sur son castelet, vous savez. Il y a eu ça dans le quartier, et mon père est rentré en racontant ça. Les éboueurs passaient le matin vers 6 heures, mon père sortait les poubelles, il n'était pas encore concierge, mais il les sortait parce que la concierge était toute seule, son mari était mort, et elle ne pouvait pas sortir les 6 ou 8 poubelles qu'il y avait de toute la maison. Et mon père a vu la benne avec un coup de frein coulisser, l'un des couvercles coulissait, et le type qui était dans le tas d'ordures ne l'a pas entendu parce que ces camions faisaient un bruit d'enfer. Et la benne est arrivée, mon père, apparaît-il, sifflait, mais il n'y était pas là, il était loin, il était allé chercher son pain. Il a vu l'accident arriver, et il a vu le type d'abord hurler, et tomber certainement dans l'évanouissement, et se rabattre vraiment comme la marionnette, comme la poupée d'une petite fille au bord de son berceau. Et bon, ben, ils ont réouvert la benne, ils ont sorti le type, mais ses jambes ne le suivaient plus. C'était presque des jambes coupées. Bon. Mon père est arrivé précipitamment dans la cave. On ne disait pas les éboueurs, on disait les boueux. Il a dit, il y a un boueux qui vient de se faire couper en 2. Bon, on savait bien que c'était des choses qui étaient arrivées, mais ça arrivait... on en avait peut-être entendu parler 1 fois ou 2 fois de ça. Puis dans d'autres quartiers, là aussi, un gars s'était fait prendre le bras. Ou là. Bon. Et là, il rentre et il dit, il est coupé net au tronc. Net au tronc. Moi, net au tronc, je comprends pas très bien, mais je vois bien qu'il est coupé, quoi. Un saucisson coupé en 2. Je savais pas qu'on perdait du sang. Enfin, j'étais tout petit. Ma mère, hurlement. Ah, dis pas ça. Oh, hein. Ma grand-mère, qui était déjà là, qui, elle, dormait dans une chambre de bonne, mais était déjà là le matin de bonne heure pour préparer la journée, la gamelle du père et tout ça. Elle demande à sa fille, en italien, et bon, ma mère n'arrive pas, tellement elle étouffe, tellement ça lui a fait un choc. Et mon père déclare à ce moment-là, il faut que je remonte là-haut pour les aider. Et il cherche des draps, il cherche, et ma mère dit, tu vas pas prendre mes draps pour le mettre dedans, laisse-les, ils sont allés chercher l'ambulance, t'as pas à faire un pansement, t'as rien à faire. Moi, je voulais suivre mon père. Ma mère était sur une chaise et pleurait, mais vraiment, une douleur pour elle, une douleur. Et je suis monté quand même derrière mon père, malgré les supplications de ma mère, mais j'avais peur de sortir du vestibule de l'immeuble. Mon père, il était, j'entendais parler, on a entendu un peu après, pimpon, les pompiers sont arrivés. Là, j'ai quand même un peu entrouvert la porte, puis d'entrer au vestibule qui donnait là sur la chaussée. Les poubelles étaient là, elles n'étaient pas vidées encore. Et il y avait le conducteur
qui était près du gars, qui était par terre, celui qui transportait les poubelles dans la benne, et celui de la benne donc qui était blessé, qui parlait plus, qui criait pas ni rien. Et il avait bizarrement les deux jambes l'une sur l'autre, mais les talons en sens inverse. Bon, ils l'ont chargé, puis ils sont partis. J'avais une hâte que ma mère parte, elle, à son travail. Et mon père est parti très peu après. Et puis ma grand-mère a préparé les affaires pour ma mère, m'a aidé à me préparer, à m'habiller. J'avais mon idée. Mon idée, c'était d'aller à l'église. Et je suis passé à l'église. Et à l'église, quand je suis rentré, d'une petite église qu'il y avait, ça me faisait faire un petit détour avant d'arriver à l'école. Le matin, c'était ouvert. Je le savais parce que j'y allais. Mais j'y allais pas pour prier. Je ne pouvais pas prier. Et je ne savais pas prier. Et puis ma grand-mère était avec ma mère un peu la risée de mon père et de mon oncle. Alors moi aussi, je faisais des mauvais jeux de mots. Mais j'étais pas tranquille. Puis après, quand j'avais fait de mauvais jeux de mots, j'allais en quelque sorte me confesser à ma façon en disant, je l'ai dit pour faire plaisir à papa, mais j'y crois pas, ou ce que j'ai dit c'est pas vrai, ou je demande pardon. Enfin. Et là, j'avais pas de pardon à demander, mais j'avais allé à l'église pour demander que le bonhomme n'y perde pas ses jambes. Alors je l'ai fait, que le bonhomme n'y perde pas ses jambes. Et puis le soir, tout le monde connaissait l'histoire de l'homme. Et mon père le savait plus que tout le monde, alors qu'il était allé à l'usine, il n'était pas allé à l'hôpital, il savait rien. Ceux qui savaient, juste, c'était un homme a été pincé par la benne coulissante, on l'a sorti, il a les deux jambes, alors là on ne savait pas, il a les deux jambes cassées, c'était bien le minimum, il est parti, il était évanoui, il est à tel hôpital, Boulogne. J'étais à Ambroise Paré à l'époque. Et puis c'est tout, ça s'arrêtait là. Il était d'ailleurs pas du quartier. Et quand mon père est arrivé, lui savait tout. Alors ce qu'il savait, c'était toujours épouvantable. Ma mère lui a dit, je t'en prie, ne raconte pas ça, et pas devant l'enfant. Mais il ne pouvait pas se retenir. Alors il a donné des détails, inutile à reprendre. Le type était en miettes de partout. On n'avait pas vu sur le moment ce qui lui était arrivé, mais il était descendu petit à petit, la benne était revenue plusieurs fois. Ça l'avait, disait-il, complètement mâché. Ah, je voyais bien ça. Donc il était mort. Pour moi, c'était sûr. Alors j'étais allé à l'église, non pas pour rien, mais ça ne pourrait pas marcher. Et la nuit qui a suivi, et les nuits qui ont suivi, je n'ai vu que toutes les possibilités existantes dans l'imagination d'un enfant rêveur de mâcher des corps, de hacher aussi, au point que c'était toute la ville, tout le quartier. Parce que pour moi, la ville, c'était le quartier. Tout le quartier devait, disons dans un autre rêve, ou dans le rêve suivant ce rêve, ou plusieurs jours après, je ne sais pas, j'étais devenu malade. Tout le quartier devait passer par une benne où on les hachait. Et j'ai vu mon père et ma mère et ma grand-mère et mon oncle. Et moi, j'étais loin. C'était déjà comme un enterrement. Et dans mon rêve, je riais, mais je riais pour prévenir mes parents qu'il ne fallait pas qu'ils montent dans la benne. Et mon père tenait la main de ma mère et mon oncle tenait la main de ma grand-mère. Et il y avait une petite échelle, comme un petit escabeau. Et je sais qu'avec les escabeaux, il y avait toujours la crainte de tomber. Il y avait beaucoup de femmes qui tombaient en faisant leur vitre. Les escabeaux étaient instables. Et mon père, lui, avait fabriqué un escabeau, disait-il, très stable. Dans tous les cas, personne n'est tombé du temps de la vie de l'escabeau. Et cet escabeau-là, qui ne pouvait pas ne pas être comme les autres, instable, je me disais, si j'arrive à passer sous le camion et à décaler un petit peu l'un des pieds de l'escabeau, quand mon père et ma mère vont vouloir monter à l'escabeau va tomber, il n'y aura plus d'escabeau, ils ne pourront pas monter, et moi je leur ferai signe, venez, et je les emmènerai à l'église. Ça, c'était mon rêve. Et je me suis battu dans mon rêve pour arriver à l'escabeau. Et c'était pas comme ça qu'il fallait faire.
C'est mon oncle qui m'avait aidé dans mon rêve et qui m'avait dit, c'est les cales. Il fallait retirer les cales du camion. Alors il s'est acharné à retirer les cales. C'était un grand madrier coupé en triangle, en forme de triangle. Et il tirait, et au fur et à mesure qu'il tirait, que moi j'essayais de mon côté, mais je ne pouvais pas, j'étais trop petit, trop jeune, pas assez de force. Il me disait, donne des coups de pied. Je donnais des coups de pied, et je voyais sur les marches de l'escabeau, à travers, en dessous le camion, les chaussures de ma mère, avec les chaussures de mon père, les croumires de mon père. Je disais, il monte, vite, 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 retire les cales, retire les cales. Et au dernier moment, les 2 cales sont partis. Mon père et ma mère, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ils sont pas rentrés dans le camion. J'ai crié très fort, à la fois de joie, de peur, enfin je ne sais plus. Et mon oncle, il m'a dit, il n'y a que ta grand-mère qui est passée, c'est tout. Mais ton père et ta mère, ils ne sont pas rentrés dans la benne. Donc ma mère était sauvée, mon père était sauvé, moi j'étais sauvé. L'oncle, il s'était sauvé en retirant les cales. Mais ma grand-mère, elle avait été mâchée. Je me suis réveillé, là. Je criais, c'était... Et ma mère, qui dormait à côté de moi, pas dans le même lit, mais dans le lit, dans le grand lit, elle me secouait, puis elle me dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Elle me suis réveillé. J'étais en nage, j'avais mal partout. Et elle m'a dit, bon, maintenant tu vas redormir, je vais te donner un petit peu d'eau sucrée, tu vas redormir. Il ne faut pas penser à ce que tu as rêvé. Et moi, j'avais besoin de raconter. Et je ne pourrais pas redormir si je ne disais pas, parce que le rêve, il était là, tout frais. Et au fur et à mesure que les premières minutes m'écartaient du rêve, le rêve se construisait. J'allais dire de façon magnifique, mais non. Mais se construisait, il était solide, c'était... Le camion était le camion. Les cales étaient des cales, la force de mon oncle, qui tapait, qui poussait, faisait un tout petit peu bouger la cale. Il fallait la décaler. Si on le décalait, elle allait sauter. Moi aussi, moi ça bougeait pas. Et je voyais bien les talons de ma mère et les talons de mon père. Ils étaient comme arrêtés. Mais à chaque fois qu'on me faisait bouger le camion, ça mâchait là-dedans. La benne se mettait à fonctionner, à coulisser toute seule. C'était plus exactement comme c'était dans la vérité. Mais ils allaient se faire mâcher. Et ma mère est venue avec sa tasse et son eau sucrée. Elle m'a dit, bois, bois. Je me suis mis à trembler et j'ai donné un coup de main, comme une gifle dans la tasse de ma mère. Mais une gifle parce que je ne voulais pas boire, parce que je ne voulais pas que le liquide efface mon rêve, parce que je voulais le raconter, parce que ma mère n'avait pas le droit de m'empêcher de parler, parce qu'elle ne savait pas qu'elle était peut-être mâchée, elle était là, mais elle était aussi mâchée là-dedans, et que mon père aussi était mâché. Et puis j'ai regardé, puis dans le lit, à côté de la place de ma mère, il y avait mon père qui, lui, dormait. Et ma mère m'a dit, tu veux raconter ton rêve? Oui. Mais alors il faut que tu fasses vite, parce que si ça doit durer trop longtemps, moi je ne me rendormirai pas, et puis toi tu te rendormiras pas non plus. Alors j'ai commencé, un peu par le commencement, je n'étais pas sûr que ça soit tout à fait comme ça, que le rêve se déroulait, mais de façon très appliquée. J'ai commencé par dire à ma mère, d'abord, moi je crois, comme le père il avait dit, si on fait un dessin, on a ce que le dessin représente. Eh bien, moi là, j'ai rêvé, parce qu'il y a eu l'accident, le boueux l'autre jour qui s'est fait mâcher. Eh bien, moi j'ai rêvé que tout le monde il était mâché, et puis que toi et le père, vous montiez avec un escabeau, et puis j'étais pas sûr que ce soit l'escabeau de mon père. Et je me disais, les autres escabeaux, ils vont se casser la gueule, et ben ça aurait été mieux, parce que celui de mon père, et ben là, il n'était pas utile pour nous, parce que il ne glissait pas, il n'était pas comme les autres qui font toujours tomber les gens. Et puis je voyais vos pieds, puis moi j'étais en dessous le camion avec l'oncle Édouard, et puis il fallait qu'on retire les cales pour que... Et puis j'ai parlé, je me suis étouffé, je suis tombé à la renverse, et puis au bout d'un moment, dont j'ignore le temps, j'ai retrouvé ma mère. Il y avait mon père qui était à côté, ma mère qui essayait de me faire boire encore de l'eau. Je voyais par terre les morceaux de la tasse
qui s'était cassée. Je retrouvais la maison. J'avais envie de pleurer, bien sûr. Et mon père me disait, lui, mais faut pas rêver ça, je l'ai entendu ton rêve. Mais tu y es pas du tout. Moi, j'ai dit ça comme ça. Le bout, il n'est pas du tout abîmé. Penses-tu, tu le verras, dans 2-3 jours, il sera encore là dans le camion. Je ne l'ai jamais cru. Ça aura été la première conscience d'un vrai mensonge fait par mon père. Ça m'a permis, en tout cas, de voir quand est-ce que mon père mentait, parce que j'avais des moyens de pouvoir contrôler ça. J'avais ce besoin, donc, de croire, mais sans doute le besoin que tous les enfants ont, mais il ne s'adressait pas, ce besoin, à mon père et à ma mère précisément. C'était au-delà de ça, c'était ailleurs. Ça ne pouvait se trouver que là où eux n'allaient pas. Pas plus que ma grand-mère. Je ne pouvais en parler. Et c'est de façon tout à fait secrète que j'entretenais une forme un peu idéale, une forme idéale de, j'allais dire la forme d'une force, alors c'est pas vrai, mais quelque chose d'idéal se trouvant hors de la portée de mes mains, hors de la portée des mains de mon père, mais ça me semblait normal, parce que lui, comme il n'était pas là-dedans, les histoires qu'il racontait qui étaient horribles, c'était des histoires qui ne pouvaient être utiles à personne. De ça, j'étais sûr, et quand ma mère lui disait « ne raconte pas ça », ça me semblait tout à fait vrai. Il est venu une fois, il y avait d'énormes tas de copeaux que tous les tours de cet atelier dans lequel il travaillait relâchaient comme ça, bavaient, vomissaient sans doute. Et c'était un aimant qui passait comme ça, très, très grand, plus grand qu'un homme, qui prenait tout le tas de copeaux de tel ouvrier, et puis qui allait dans un petit wagonnet, et il y avait une sorte de rupture du magnétisme de l'aimant qui se faisait. Tant que tous les copeaux tombaient dans le petit wagonnet, et puis l'aimant à nouveau était réenclenché dans son magnétisme, et un ouvrier le conduisait et à nouveau allait chercher l'autre tas de copeaux. Bon, ça finissait, d'après ce que mon père me disait, par un immense tas de copeaux dans une cour, et ce tas de copeaux ensuite allait dans un très grand wagon, même système, aimantation, etc. Et un jour, il a dit, alors ma mère n'en croyait que le quart, qu'un ouvrier était tombé dans le wagon, dans le grand wagon, et qu'il avait pris tous les copeaux sur lui, qu'il avait bon crier, on ne pouvait pas l'entendre parce que les copeaux, ça le tassait, et que le poids, ça l'avait réduit, là encore en bouillie. Mon père, il faisait beaucoup de bouillie, et qu'il avait fallu vider le wagon, et donc faire l'envers, avec l'aimant reprendre, et que petit à petit, lui, mon père, il avait vu les premiers copeaux pleins de sang, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le bas, là où se trouvait soi-disant le type. Alors j'ai moi aussi là fait un rêve de copeaux, mais le copeau c'était un mélange de neige et de glace, mais c'était quelque chose qui m'avait fait énormément souffrir. Et ma réponse pour lutter contre cette souffrance, ce qui va changer avec l'avenir, avec ce que je suis devenu, la réponse pour ne plus souffrir, c'était de croire, d'être croyant que on pouvait ne plus souffrir. Donc, non pas dessiner quelque chose qui serait l'envers de la souffrance, mais penser à quelque chose qui ne serait pas de la souffrance. Ce qui fait que, lorsque par exemple ma mère disait « ton père il ment », il dit sans arrêt des choses comme ça,
je ne m'y arrêtais pas, c'est-à-dire je ne pensais pas que mon père était à la fois méchant, stupide, voulait nous faire du mal et tout. J'écoutais et je pouvais laver ça. Et en le lavant, je le lavais pour moi, et j'avais fini par croire que je le lavais pour lui. Seulement, lui aussi se rendait compte que je lavais quelque chose en lui, puisqu'il revenait avec de plus en plus d'histoires à la maison, de types qui passaient dans le tour, dans les courroies coupées en rondelles, en lamelles. Toute l'usine Renault allait se faire passer à l'appareil de la viande hachée. Enfin, c'est beaucoup plus tard que j'ai découvert la nécessité, si on peut dire comme ça, l'importance. Donc, l'importance, c'est que c'était nécessaire. L'importance de la souffrance qu'ils avaient vécue. Alors, j'avais peut-être 18, 20 ans. Je pensais beaucoup à eux à ce moment-là. J'étais loin. Et puis, par la suite, les souffrances que j'ai pu accumuler, cumuler, ranger en moi, et la souffrance des autres, et petit à petit de me détacher de certaines souffrances pour n'en garder. Alors là, j'ai commencé à dessiner, là c'est certain, j'étais déjà avec Cécile, pour n'en garder que l'utilité, c'est-à-dire la formation même donnée par la souffrance. Alors ça pouvait passer naturellement par le dessin qui est raté, l'aquarelle qui est ratée, la page qui est ratée, ce fragment de vie qu'on venait de vivre ensemble, Cécile et moi, et qui s'était mal terminé, ou était en train de mal se développer, se dérouler, parce qu'elle avait de la fièvre, ou parce qu'on avait de gros problèmes que l'on ne pouvait pas régler, et que ça nous faisait souffrir, et qu'il nous était difficile de dire et de nous dire, oh ben c'est peut-être un bien d'être comme ça, parce que il faut passer par là. Non, ça marchait moins bien, ça marchait même pas du tout. Mais ça ne pouvait fonctionner que dans le travail de mon dessin. Et j'essayais de convaincre Cécile, qui faisait encore de la gravure, je dis encore parce qu'elle allait tomber malade et cesser d'en faire à ce moment-là, de lui dire, comme j'ai pu il y a peu lui dire encore, nous n'avons pas à avoir peur de la souffrance. C'est évidemment fini la souffrance que les rêves peuvent nous apporter, encore que les rêves nous amènent une certaine clairvoyance sur ce que nous avons vécu et qui n'est pas toujours maléfique. Et puis la souffrance à l'intérieur des rêves est peut-être une sorte d'initiation, de préparation à ce que nous allons tôt ou tard devoir traverser, parce qu'il n'y a pas de rêve qui soit mensonger, ça n'existe pas le mensonge à l'intérieur du rêve. Et il va falloir que j'arrive à parler de ça, nécessité d'un accomplissement dans le travail par l'acceptation de la souffrance, entraînée par d'énormes difficultés que non seulement techniquement ça c'est rien, il n'y a pas de souffrance au niveau d'une technique qui ne se réalise pas, mais il y a souffrance dans l'exécution d'un travail dont on a tout à fait la perception de mal le faire parce que on a mal pensé ou on a mal ouvert notre pensée. On ne réceptionne pas bien. Et cette idée, ce n'est pas une image, ça. Je le vérifie si je veux, mais je le laisse venir seul, c'est quand même mieux. Mais je peux le vérifier à chaque dessin et pour ainsi dire à chaque instant important. Il y a de tels moments d'automatisme à l'intérieur du dessin que je ne fais pas de vérification, si on peut dire comme ça. D'ailleurs, ça ne serait pas de vérification. Mais le travail, quand je peux le faire de façon plus complète, c'est-à-dire que arriver à voir ce qui souffre à ce moment-là, c'est drôle de dire comme ça.
Je ne parle pas du poing dans le dos, là. Je ne parle pas des maux de gorge que je peux avoir, hein, que j'ai si souvent. Ou je pourrais parler de la souffrance que Cécile rencontre quand elle bute très fort. Pas techniquement. Techniquement, c'est rien. Quand elle bute avec elle-même, à elle-même, et surtout à l'autre vers lequel elle se trouve vis-à-vis, face à face, et dont elle ne peut rien attendre d'elle et de l'autre aussi. Il y a une sorte de fermeture là, un peu d'impatience peut-être, qui lui fait dire ça je ne peux pas supporter. Si c'est par ça qu'il faut passer, non, je ne suis pas généreuse. Elle va dire je ne suis pas chrétienne, enfin, mais elle pourrait dire je ne suis pas juive aussi. Et là, je comprends. Elle n'a pas, bien sûr, c'est pas du tout qu'elle n'ait pas envie, mais elle n'a pas la force pour pouvoir affronter, se confronter à ça. Mais il faut accepter la souffrance, enfin cette souffrance de notre mise en cause. Voilà, au fond, c'est ça. Cette petite souffrance que je racontais tout à l'heure, ma mère qui souffrait en apprenant, même mon père m'entend d'ailleurs, telle ou telle chose épouvantable, c'est une souffrance qui trouve sa place assez rapidement, assez facilement en nous. Mais l'autre souffrance, celle que ma mère ne pouvait pas dire et qui l'opprimait complètement. Mon père n'avait pas cette souffrance-là. Les autres n'avaient pas. Seule ma mère avait ça. Ma mère m'a passé sa souffrance. Cette souffrance difficile à porter, difficile à évaluer, dont on suppose et dont on sait. Mais ça, c'est un mécanisme psychique à ce moment-là qui, à la fois, se dérègle et que l'on aide à dérégler. Et qui précipite dans une... on peut dire là qui précipite dans une cuve très résonnante. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir de l'eau chaude dedans pour cuire. On ne pourra pas. On est un peu comme Kafka et sa métamorphose. Le cancre là, il est sur le dos, il fait bouger ses pattes et voilà, très dur état de l'impossibilité. Ah, ça, c'est pas pouvoir sortir du piège. Alors ça, c'est de la souffrance. Ça, c'est de la souffrance. Et je suis souvent face à la souffrance. Ce n'est pas tellement le dessin tourne mal, c'est vrai que ça ajoute, c'est vrai que ça provoque une grande gêne, une grande douleur. Mais le dessin qui tourne mal, il y a toujours ce que j'ai dit, je le déchire. C'est après, une fois qu'il a été déchiré, que la souffrance prend toute sa place. Pas parce qu'il a été déchiré, parce qu'il n'est plus là. La souffrance est à nu. Elle est comme découverte, c'est comme une couverture. Le dessin serait la couverture. La feuille de papier, c'est une couverture. Tu soulèves ça, et en dessous, c'est de la mise à nu complète. Et c'est pas une mise à nu de la chair mise à nu avec tout ce qui pourrait souffrir, parce que tout air un peu frais fait s'agiter les nerfs et tout ça. Non, non, pas d'image de ce genre, c'est sans image. C'est à nu et vide. On est là. On sait qu'on se trouve là. On est à la fois très très loin de ce qui a été découvert. On est malheureux d'être loin. On croit que si on était présent, on pourrait... alors je ne sais pas quoi faire. Colmater, tout ça c'est faux. On croit qu'il y aurait encore des moyens et on voit qu'il n'y a plus de moyens, qu'il va donc falloir porter, subir, traîner. Il y a quelque chose, il y a un mot qui est juste là et que je n'aime pas. C'est le mot impossible. Hein. Impossible de se tirer de là. Ça n'est pas se tirer physiquement donc. Hein. C'est vraiment quelque chose de soi qui est là. Qui est là, qui est à la fois lié, relié, soudé à un profond soi, mais qui est aussi loin d'eux et qui nous entraîne vers ce loin où
tout peut glisser. Tout peut se perdre. On ne pourrait devenir que souffrance. Et je ne peux même pas dire de ça j'ai peur. Le mot peur n'est pas suffisant. Et il n'est pas question de dire à ce moment-là on panique. Absolument pas. C'est quelque chose qui tombe sur vous. Et ce n'est pas une sorte de camisole qui vous blesserait, Non. C'est de la souffrance vous montrant, vous faisant ressentir que vous êtes encore loin de la souffrance. Attendons. C'est bien plus tard que j'ai un peu compris. Non, c'est pas un truc qui se comprend, ça. C'est plus tard. C'est avec du dessin, d'ailleurs, que j'ai compris que le dessin cache un dessin. Hein, et que le dessin qui y est caché n'est pas le dessin à venir. C'est le dessin qui ne viendra pas. C'est le dessin que je ne peux pas faire venir parce que je n'ai pas été baptisé, disons. Enfin, mais si j'ai été baptisé, ça ne veut rien dire. C'est pas vrai. C'est pas de ce baptême-là. Je n'ai pas été initié. L'initiation, c'est vraiment ça, le baptême. Hein. Mais je n'ai pas été initié sans penser à ça, sans penser au baptême, sans penser à la circoncision. Non. C'est autre chose. C'est quelque chose qui se trouve loin. C'est pas dans le fond de la cuve dont je disais elle est là, elle. À un moment donné, la cuve n'existe plus. Là, il n'est pas possible de dire la réponse est beaucoup plus loin, parce que ça serait faux que de penser qu'il y a une réponse. Mais puisque nous devons admettre que sans souffrance, ça ne peut pas marcher, il faut qu'on admette ça. Arrive le territoire qu'il faut fouler. Et sur ce territoire, le dessin n'est pas possible. Sur ce territoire, l'amour n'est plus possible là. Là, c'est cet impossible qui est cet aimant qui ne peut plus attirer, qui ne peut plus. Il est autre chose que ça. C'est de l'aimant qui pomperait de la souffrance. Qui pomperait de la souffrance parce que moi je sens qu'il y a là-bas la perte complète de toutes les frontières. Voilà, c'est ça. Il y a des moments où je me mettais à dessiner et où ça devenait un petit peu trop, un petit peu fou qui se déroule et s'enroule sur lui-même, disons un petit peu délirant, ou beaucoup délirant. Non, c'est pas ça. Ça j'ai connu, ça mène au fracas. Là, ce que j'ai dit avant, c'est justement la fin du fracas. C'est là où peut-être, et même sûrement, on atteint ce que l'on ne peut plus nous dire maintenant. Alors le dessin participe à ça. L'écriture, les mots participent à ça. Mais celui qui ne dessine pas peut très bien aussi trouver autre chose qui le ferait participer à ça. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec une marche et même une démarche. C'est à un moment donné
moi je vois ça comme une aspiration révélatrice, il y a révélation, c'est ça. Alors il a fallu peut-être que on passe par une révélation. Il n'y a pas de révélation plus ordinaire que d'autres. Hein. Mais pour moi, pour Cécile, ne serait-ce que notre vie, il y a un accomplissement. Bon, et ben ça, c'est parce que il y a eu à un moment donné une révélation en nous. Sinon, on ne serait plus là. Elle serait, je ne sais pas où, avec son sac à dos, et puis moi, je ne serais pas où, je n'y serais plus. Il y a une révélation. Quand je suis arrivé à une sorte d'évidence, je veux continuer à dessiner, mais pas dessiner toute ma vie pour devenir un artiste. Hein. Quand je me suis dit je veux continuer à dessiner, on ne va pas du tout me laisser dessiner là où je suis, c'est-à-dire à Marseille. C'est très 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 grave ce que je ressens, et c'est très grave ce que je vais décider. Je vais tout plaquer. Je vais tout plaquer parce que, alors j'ai pas pu me dire. Je me suis dit parce que il faut que je dessine, parce que ça va passer par là, parce que là il va y avoir quelque chose. Bon ben, c'est vrai, mais si aujourd'hui ça devait m'arriver, mais ça peut plus m'arriver puisqu'il y a un sens aux choses. Eh ben, je dirais c'est parce que il y a quelque chose qui vient d'être révélé. Je suis certain, c'est comme ça que ça s'est produit. Ça vient de se révéler et je rentre par le dessin, je rentre avec Cécile par l'amour. Je rentre dans la révélation. Pour nous, c'est la boule. C'est la miche de pain qui se trouve dans le placard secret, qu'on ne mange pas, mais on sait qu'elle est là, et c'est ça. C'est la petite lampe à l'intérieur qui brûle. C'est le point dans le dos qui vous mène vers ça. Ouais. Ce sont des signes qui nous amènent vers. Pourquoi tourner autour ? Je crois. C'est tout à fait sûr. Je ne croyais pas comme ça quand je suis parti de Marseille. Je sentais que j'allais vers quelque chose. Maintenant, je crois que je vais vers quelque chose. Une sacrée différence, n'est-ce pas ? Et la violence avec laquelle ça m'est arrivé, c'est le dessin c'est le dessin qui me l'a amené. C'est-à-dire que le dessin, il m'a entraîné au-delà du délire vers quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, mais qui me contrôlait et qui n'avait plus rien à voir avec le dessin au départ. C'est-à-dire que je perds des pieds. Alors que, à un moment, le dessin m'a... Mais ça, il va falloir que j'y revienne parce que je ne peux pas dire ça comme ça. Le dessin m'a amené à toucher, si je peux dire comme ça. Le dessin m'a amené à toucher une boule, voilà, cette boule de pain que je n'ai jamais mangée et que je ne mangerai jamais, qui est la boule qui est là de tous les temps. Et que tous les hommes de tous les temps ont eu à portée de leurs mains. Mais il faut de la révélation pour ça. Ouais, il en faut une. Et il faut déraper à un moment donné. C'est pourquoi je reste toujours très attaché à des types comme Breton. Mais après, je vais dire aussi à qui je suis attaché. À un type comme René Guénon aussi. C'est pourtant l'opposé. Enfin, c'est pas l'opposé pour moi, non. Il y a une erreur là. Il n'aurait pas dû y avoir cette erreur, justement, Breton-Guénon. Mais le dérèglement des sens, ok, mais il faut aussi que ça s'arrête. Et ce n'est plus le dérèglement, mais c'est l'auto-règlement de quelque chose. C'est-à-dire accepter de rentrer dans le dérèglement et de repasser dans le règlement. Aller, regarder et revenir. Ça, c'est défendu. C'est défendu, mais on peut le faire. Si on était dans un groupe, on nous tuerait ou on nous nettoierait. Mais justement, c'est un travail seul que l'on fait. Et le travail seul, c'est peut-être le travail que l'on fait avec le plus d'incertitude et le plus de désespoir. Et avec ces deux mots-là, faut pas s'en faire. On avance.
Dans l'atelier, je ne me sens pas entièrement dans une maison, mais assez souvent dans un lieu où une crucifixion pourrait être commise. Je ne sais pas si c'est la lente habitude de tout ce que je ne peux pas appeler autrement que des manifestations. C'est pourquoi je parle de crucifixion, je ne parle pas de ma crucifixion, je ne ferai pas une bêtise de ce genre. Mais il est certain qu'à tourner le crayon dans la main, qu'à le faire courir sur la feuille, à faire s'approcher les formes, et non seulement s'approcher, mais aller les chercher, c'est-à-dire ce lent va-et-vient un peu érotique par moments, d'elle et de moi, fait, enfin toutes ces choses font que j'assiste à une sorte de lente mais obstinée perte de sang. Alors, bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on dit. L'espace dans l'atelier, qui est relativement réduit, donne à mes feuilles